Et aujourd'hui, je vais parler avec vous de l'identification et de la protection des demandeurs d'asile, et en particulier des victimes vulnérables et des victimes de la traite. Et moi, je n'aime pas la parole victime, je préfère la parole survivors, mais les Français, c'est mon quatrième langage, donc je ne sais pas comment les traduire en français, je vais utiliser ça pour aujourd'hui. Hier, mon collègue il a illustré la législation italienne et ce matin, vous avez écouté les rôles que la police a dans la persécution de la traite en Italie. Et moi, je suis un avocat et je travaille beaucoup avec les associations. Et donc, je veux partager avec vous mon expérience. En Italie, on a dit qu'il y a la traite finalisée à l'exploitation sexuelle. C'est surtout pour les femmes nigérianes de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais il y a aussi beaucoup d'exploitation domestique, surtout des femmes du Maroc, qui arrivent après qu'ils sont mariés ou quelqu'un c'est déjà en Italie ou avec mariage forcé ou combiné. Et je vais parler avec vous aujourd'hui parce qu'en Italie, on a une expérience particulière dans ces camps-là. Mais aussi, il y a l'exploitation de l'homme finalisée à l'emploi informel et surtout dans l'agriculture, mais dans les camps, et au nord et au sud de l'Italie. Et c'est surtout pour les personnes bengalaises. Il y a beaucoup de terribles situations. Donc, la question que je veux répondre avec vous aujourd'hui, c'est comment on peut faire dans la pratique en coopération stratégique. On a dit que c'est très important en coopération stratégique, mais j'ai besoin de votre coopération. Donc, je vais demander à 3 ou 4 personnes de rester avec moi pour 5 minutes. Et j'aurai besoin d'un juriste et d'un étudiant et des 2 professionnels qui sont ici et qui toujours travaillent avec les personnes victimes de traite. Ce sera seulement pour 2 minutes, pas plus de 2 minutes. S'il y a des volontaires, et aussi je demande de suivre la deuxième présentation. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a il y aura beaucoup de professionnels ici. Je demande seulement 2 minutes pour répondre à ces 2 demandes et faire un jeu ensemble. Voilà, il y a. C'est magnifique. Voilà, parfait. Oh, bien. Il y a des autres? OK, donc, c'est parfait. Donc, madame, si vous pourriez dire votre nom, quel est votre métier et quelle est l'agence ou les personnes pourquoi vous travaillez? Je m'appelle Imen Naïja, je travaille à l'Organisation internationale pour l'immigration. Je suis chargée nationale du projet de lutte contre la traite des personnes. Donc, j'ai intégré l'OIM en 2015 et depuis 2015, on travaille en fait sur les 4 P de lutte contre la traite, la prévention, protection, partenariat et persécution. Donc, on a travaillé sur le volet renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. On a mis en place, en fait, en partenariat avec l'instance et les autorités nationales, des activités de prévention contre le crime de traite. Et on travaille aussi sur l'assistance directe aux victimes de la traite. Donc, depuis 2012, l'OIM Tunisie travaille sur l'assistance des victimes. On a presque 800 victimes de traite détectées depuis cette date, avec une majorité, 85% de victimes d'origine subsaharienne, notamment ivoirienne. Donc, depuis 2017, on réfère les cas détectés à l'instance nationale de lutte contre la traite pour la protection et l'assistance. Voilà, donc on travaille actuellement avec des victimes tunisiennes. On travaille, c'est des victimes qui ont été référées à l'OIM
Par l'instant, on travaille surtout sur le volet réintégration. Donc la mise en place de petits projets de réintégration. Voilà. Bonjour à tout le monde, moi c'est Franck Yotedji, de nationalité camerounaise, étudiant en géophysique, géoexploration, oil and gas. Je suis le secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, AESAT, vieille de 26 ans, donc a été créée en 1993 en Tunisie, qui regroupe en son sein 21 communautés d'étudiants répandues sur toute la Tunisie. Donc nous travaillons principalement sur les thématiques qui touchent le séjour des étudiants subsahariens pendant les études en Tunisie. Donc nous sommes en relation notamment avec les ambassades des différents pays, 16 à l'occurrence en Tunisie, le gouvernement d'État tunisien et les organisations telles que l'OIM, Terre d'Asile, qui touchent et travaillent sur la question de la migration, parce que étudiants subsahariens en Tunisie, c'est aussi des migrants. Donc en ce qui concerne les services rendus à la communauté des étudiants, qui est riche en Tunisie de pratiquement 8200 selon nos derniers recensements. On travaille sur l'accueil, l'intégration, la formation, les stages. Et récemment, on a ajouté un volet qui est le plaidoyer, parce que, étant une organisation de la société civile, on a ce devoir-là de proposer et de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de cette communauté-là qui rencontre pas mal de difficultés liées surtout à l'intégration. Donc, merci. Merci, je m'appelle Boukam Cheamina. Je suis chargée du dossier victime à l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes. De formation de base, le service social, donc je suis travailleuse sociale. Et donc pour l'instance, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, on travaille sur les 4 axes de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Et les actualités qu'on a pour le moment, c'est qu'on est en train de faire l'expertise d'un mécanisme national d'orientation des victimes de la traite. Et en parallèle, on fait des ateliers, des formations pour les divers intervenants, que ce soit ceux qui seront dans la responsabilité de faire la détection des cas de traite ou d'exploitation, et en même temps les spécialistes ou bien les professionnels chargés ou bien qui seront dans la responsabilité de faire l'identification des victimes de la traite. Bon, ouais. Bonjour, Inès Aouedi, je suis travailleuse sociale de formation. Actuellement, je travaille avec Médecins de Monde comme étant chargée de protection au sein du centre psychomédico-social de l'association. En fait, je suis en contact direct avec la population migrante, que ce soit arabophone ou bien francophone. Parmi mes tâches, c'est la détection des potentielles victimes de traite, les signalements, la collaboration avec l'instance, également l'identification des besoins spécifiques de cette population. Voilà, et les référencements soit en interne ou bien toujours en collaboration avec les partenaires de notre association. Auparavant, j'étais chargée d'accompagnement administratif et juridique avec l'association Amal pour la famille et l'enfant dans le centre d'hébergement de l'association. Et voilà, c'était en 2014 qu'on a eu une convention avec l'OIM par rapport à la prise en charge de cette population. Voilà, en bref. C'est parfait. Donc, pour ce moment-là, je suis Marie et je suis arrivée ici de la Libye sans papier. Okay? Je suis rentrée sans papier. Donc, il y a un expert d'une institution internationale qui parle son langage. Et il y a un représentant des jeunes des communautés africaines qui représente et parle ce langage-là. Il y a un expert gouvernatif, on peut dire, parce que c'est une institution gouvernative qui parle son langage. Et il y a un expert opératrice sociale qui parle son langage. Et il y a moi qui je suis ici, mais j'ai beaucoup de confusion dans ma tête. Donc, je veux montrer ce qui se passe dans tout le monde et quel est le problème de la coopération stratégique. Donc, je vous demande de faire un cercle autour de moi avec votre main. Oui, avec les mains. Voilà.
Et ça, c'est une solution, ok? Et maintenant, je vous demande de tourner contre de moi, aussi avec les mains jointes. Et de l'autre côté, tourner, regardant les personnes. Oui. Oui. Parfait. Oui. Comme ça, voilà. Non, on peut laisser et après on va les mettre. Tournez-vous. Ah, ok, parfait. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième solution. Quelqu'un veut dire que signifie ça et comme c'est mon sentiment dans sa solution. Je suis contournée de personnes. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Utilisez les micros. Utilisez les microphones, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est le significat de ces cercles? Voilà. Ils sont unis pour vous protéger. C'est de la protection. Dans tous les deux côtés ou dans quel côté? Ce que je vois, c'est de tout le côté, du moment qu'il s'agit d'un cercle. Ok. Presque. Dans toutes les deux situations, c'est protection. Il y a quelque autre... voilà. Donc, juste pour la première situation, c'était de la protection et c'était, ils intéressent à vous. Et la deuxième, c'est que les institutions ou bien les participants, ils n'intéressent pas à vous et vous n'êtes pas protégés et ils n'ont rien à voir avec vous, quoi. Ok. Il y a des autres? Voilà. Comme si vous êtes en otage, vous êtes enfermé. Oui. Il y a des autres? Moi, je pense que la première situation, vous étiez protégé parce qu'il y avait des gens autour de vous qui vous regardaient, chacun à son niveau, avec son expertise. Et maintenant, la deuxième situation, chacun évolue de part et d'autre. Et donc, vous avez l'air protégé, mais vous n'avez pas la solution à votre problème. Voilà, c'est ce que je vois. Oui. Et toutes les réponses, ce sont avec des éléments très importants. Les mains, ce sont jointes. Donc, ils vont travailler ensemble. Mais, je demande la suivante, voilà. Et dans ce moment-là, je suis très anxieuse parce que je n'ai pas de l'empathie, je n'ai pas de la communication, je suis en prison, je ne peux pas sortir. Que signifie ça? Nous avons dit qu'il y a 4 P. Prévenir, protéger, perséguir et faire les partenariats. Donc, si dans les politiques nationales, on met avant la prosécution de la protection, voilà qu'est-ce qu'il se passe. Voilà qu'est-ce qu'il se passe. Parce qu'elle parle son langage, elle parle son langage, il parle son langage, elle parle son langage. Ils vont me protéger. Mais ce n'est pas possible en communication et donc je vais faire ça. Je vais sortir. Je vais sortir. Il n'y aura pas les résultats. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. Mais dans l'autre situation, il peut me regarder. Elle peut comprendre quelle est mon émotion. Elle peut parler avec elle et dire donc moi, avec ma perspective, je vois ça, je vois ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est mettre avant la protection. Mais il y a un autre élément qui c'est le plus important de tout. C'est qui n'est pas seulement que je suis au centre, les droits de la victime, de la personne migrante sont au centre. Mais la coopération, c'est vraiment stratégique parce que dans sa position-là, on peut tout parler le même langage. Il n'importe quoi que est notre travail, quand on n'est pas dans une salle de conférence, mais on est dans notre quotidiennité de professionnels. Et la suivante, on doit parler seulement avec la lentille des droits de l'homme. Parce que maintenant, je suis mariée, je suis une femme, une jeune femme, je suis un migrant qui s'est arrivé ici illégalement. Vous ne savez pas rien de moi. Comment faites-vous à le découvrir? Vous pouvez le découvrir. Non, on peut rester. Merci. On peut le découvrir seulement avec
salon-là, parce qu'avec salon, la langue des droits de l'homme, et on a vu tous les instruments internationaux et régionaux et nationaux qu'il y a, on peut vraiment déconstruire tous les stéréotypes, tous les préjudices qui, si nous continuons à utiliser notre impostation mentale, on ne peut pas voir. Pour faire bien la coopération stratégique, la première étape, c'est de travailler sur notre préjudice, sur notre biais. J'ai bien apprécié aussi hier Gabriella parce qu'elle a dit une chose très très importante qui c'est chaque histoire, c'est une histoire différente. On peut avoir, et c'est important, avoir des indicateurs pour travailler, mais l'indicateur ne sont pas la liste des choses achetées au supermarché. Ne peut pas marcher comme ça. Ce sont à utiliser avec une compréhension des droits de l'homme. Donc, merci pour la démonstration. Et si vous voulez, on peut rester à votre côté, mais continuer notre discussion aussi. Et, donc, si vous pouvez passer à la suivante. Il y a un autre, encore, n'est pas, ok. Donc, ça c'est pour dire quoi? Qu'il y a l'obligation de l'État, Italian English, sorry, the due diligence obligation. Ça signifie que les droits, pas seulement doivent faire l'actuation de la convention avec la loi, avec tous les fonds économiques et blablabla, mais toutes les personnes, tous nous sommes impliqués, nous sommes acteurs pour respecter l'obligation d'éliminer tous les obstacles. Pourquoi Maria ou Aïcha ou qui est elle, on peut vraiment réaliser en concret ce qui sont les droits fondamentaux. Et attention, la suivante, merci, si peut changer la suivante, ok. Et attention parce que n'est pas l'ordre que j'ai fait, donc voilà, ok. Attention parce que quand on parle des droits, on ne parle pas seulement des droits de la victime des traites qui s'est identifiée comme telle, mais on parle des droits de la personne qui est sur le bâtiment et doit être désembarquée. Notre Constitution dit que les personnes, les droits d'asile, notre jurisprudence dit que les droits d'asile signifient les droits d'entrer dans l'Italie et rester dans les pays jusqu'où la personne a été informée qu'il y a la chance d'exercer les droits d'asile et que la procédure s'est terminée. Ça, les droits d'asile. S'il n'y a pas le désembarquement, on ne peut pas passer à l'identification. Ça, c'est en violation, la suivante, de l'interdiction du refoulement. Donc, ce n'est pas seulement notre Constitution, mais c'est un principe international. Et ici, j'ai utilisé un instrument international que j'espère vous pourriez lire. Et ce sont les observations générales à la CEDAW, la Convention de l'ONU pour l'élimination de la discrimination contre les femmes, mais aussi la Convention de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale. Il dit que aucun demandeur d'asile ou réfugié ne peut être expulsé ou refoulé en aucune manière vers les frontières des territoires où sa vie, sa liberté ou le droit de vivre à l'abri de la torture ou d'autres peines ou traitements ou châtiments inhumains ou dégradants sont menacés. Donc, parle aussi des demandeurs d'asile.
Et ça, c'est très, très important parce que c'est avant qu'une personne va faire la demande d'asile que nous devons utiliser nos lentilles et pas immédiatement l'identifier avec un criminel parce que c'est rentré illégalement. Toutes les personnes qui vont demander les droits d'asile, la majorité, entrent illégalement dans le pays. Donc, on doit partir de sa présomption quand nous travaillons pour l'identification. La suivante. Donc, j'ai dit, l'identification regarde les migrants en conditions irrégulières. Qui c'est peut-être? C'est peut-être un migrant économique, c'est peut-être un demandeur d'asile, on ne sait pas. On ne connaît pas la réponse. Nous voyons seulement en personne. Alors la question c'est, qui c'est qui doit faire l'identification? Comme la doit faire et quand la doit faire? Parce que c'est ce moment-là qui c'est le moment le plus important pour voir qui c'est devant à nous et quelle stratégie on peut utiliser pour les protéger et pour identifier aussi qui c'est les trafiquants entre toutes ces personnes. Donc c'est un moment très 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 important, vraiment. Et les associations et les institutions internationales sont les premières personnes qui ont fait l'identification. Donc leur travail, c'est la vie ou la mort de ces personnes. Je dis vraiment, parce que quelquefois c'est vraiment comme ça. Suivant. Donc je veux faire une question, mais la réponse c'est déjà là. Qu'est-ce que vous pensez? Excuse-moi, mon français c'est terrible, mais vous êtes francophone, donc j'ai fait c'est fort de ne pas parler en anglais moi aussi. Qu'est-ce que vous pensez si est possible qu'une personne qui est victime de traite peut demander aussi, peut être aussi un demandeur d'asile? Ce sont des situations compatibles ou ce sont des situations totalement différentes? Vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est votre... N'est pas clair la question, je pense. C'est clair? Pas timide, s'il vous plaît. C'est un atelier aujourd'hui, donc je ne peux pas parler seule. Moi, j'ai une réponse à dire. Donc, la question est, une personne peut être en même temps un demandeur d'asile et une victime de traite? Oui. Oui. Ok, c'est parfait. Et dans ces cas-là, pour sa protection, qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est la stratégie que vous allez adopter dans ces cas-là? On peut parler, s'il vous plaît? Votre question, c'est par rapport au contexte tunisien? Oui, oui. Bon, la première chose, il sera juste un demandeur d'asile, mais il n'y a pas une loi pour ça. Et en contrepartie, on a une loi qui peut assurer la protection et l'assistance qui se rapporte à la protection des victimes de la traite. Donc, je parle selon le contexte tunisien. Je suppose donc qu'il est primordial de le prendre en tant que victime de traite. Donc, comme vous voyez la personne, et la personne vous dit « je veux protection, ma situation c'est cela ». Quelle information vous allez donner à sa personne? Bon, les informer par rapport à ses droits en tant que demandeur d'asile et par rapport à ses droits en tant que victime de traite. Et certainement, on va le prendre en tant que victime de traite puisqu'on a les dispositifs de le prendre en charge, disons. Donc ça c'est parfait parce que la chose la plus importante c'est vraiment la protection, excusez-moi, l'information. L'information c'est très important. Vous êtes dans la situation de demander les droits d'asile, mais en Tunisie il n'y a pas. Donc vous pourrez aussi suivre sa stratégie de la protection comme victime de traite. En Italie, je vous donne cette information parce que notre législation, on peut dire, parce que l'a dit le spécial rapporteur Gian Marinaro, c'est la meilleure de l'Europe.
Pourquoi? Parce que la personne peut présenter la demande d'asile et pour la protection internationale, mais en même temps peut aussi choisir d'avoir la protection comme victime de traite. Il y a des différents permis de séjour et aussi une différente protection, parce que comme requérante, comme demandeur d'asile, sa situation de traite, c'est valide pour obtenir l'état de réfugié, parce que c'est comme ça la législation internationale. Mais s'il y a un danger imminent dans le territoire italien, peut avoir deux choix. La première choix, c'est d'abandonner l'accueil gouvernatif pour les demandeurs d'asile et de passer dans des maisons protégées et spéciales pour les victimes de traite, où il y a un contrôle plus fort pour la protéger. Et ça, c'est une condition qui c'est indépendant de la possibilité pour la victime de faire les reports à la police. On peut choisir dans un autre temps ou ne choisit pas de faire les reports, c'est seulement pour la protection de la victime. Donc, dans ce cas-là, c'est très important la stratégie. Je dois aller très vite parce que le temps à disposition, ça va terminer, donc la suivante, mais je pourrai tourner sur la question après avec les questions. Donc, le droit à l'information, c'est vraiment important parce que il y a beaucoup de problèmes dans la pratique de tous les jours. Qui c'est qui fait l'identification? Si doit identifier qui étiez-vous. Vous étiez d'une organisation non gouvernative, vous étiez d'une organisation internationale, vous étiez un avocat. Expliquez si vous étiez un avocat indépendant ou un avocat du gouvernement. Parce que dans beaucoup de pays, les avocats sont payés pour le gouvernement et l'agent pense que ce sont l'avocat du gouvernement. Mais ce n'est pas comme ça en Italie, par exemple, parce que si une personne n'a pas l'argent, c'est l'État qui me paie, mais je suis un avocat indépendant. Donc, c'est très important parce que la personne ne connaît pas avec qui parle. Pourquoi je vais parler avec vous? Pourquoi je vais vous donner cette information? Et quelle sera la procédure? Qu'est-ce qu'il se passe? Qui se sont tes droits comme migrant qui s'est arrivé ici? Et quelles sont les chances que tu as? Et comment? On a parlé bien du problème de la traduction parce que beaucoup de fois, la traduction, c'est un trahison. Pourquoi c'est un trahison? Pourquoi la personne a des problèmes avec les traducteurs parce que c'est de la même ville et si c'est un réfugié, c'est un problème si c'est de la même communauté. Ou pourquoi la langue n'est pas vraiment la même et il y a seulement les langues véhiculaires de l'ONU. Ça, c'est un autre problème. Donc, beaucoup de fois, en Italie, on a expérimenté que les problèmes plus grands dans la procédure de l'asile et aussi pour la persécution, c'est la langue. Par exemple, moi, je vous personnellement que beaucoup de procédures de persécution pénale n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire l'interception avec la langue bénine, parce qu'il n'y avait pas d'interprète pour la police pour la langue bénine. Ça, c'est un problème très grand. Donc, c'est à tenir en considération quand il y a un plan d'action nationale ou une instance nationale, on doit avoir des interprètes, des traducteurs qui se sont avec une formation professionnelle, avec une indépendance, avec une qualité. Sinon, on a beaucoup de problèmes. La suivante. Les droits des demandeurs d'asile, pas seulement les réfugiés, pas seulement les victimes des droits dans les droits internationaux, ont des droits, les ont aussi les demandeurs d'asile. Donc, quand on va faire l'identification, nous devons les informer sur leurs droits. Si un pays n'a pas la chance ou n'a pas une législation pour la garantie, pour donner les droits aux demandeurs d'asile, ça signifie que n'est pas un pays qui s'est considéré un pays sicuro, safe,
country pour les droits internationaux. Donc, ça c'est important aussi en Italie parce que, par exemple, dans 3 années, en Italie, on arrive beaucoup de personnes qui ont passé beaucoup de temps ici en Tunisie, ont été aussi détenues ici ou beaucoup de gens en Algérie. Donc, s'il n'y a pas eu de l'information et ces droits n'ont été pas garantis, on ne peut pas dire que la Tunisie ou les autres pays, ce sont des pays sûrs pour les requérants. Il y a eu une question récurrente qui c'est pourquoi les personnes ne restent pas en Tunisie, on veut aller en Europe. Ce n'est pas seulement un imaginaire. Le problème principal, c'est que pendant de la procédure, pendant de l'identification, on n'a pas le droit de rester ici avec un permis de séjour temporaire. Donc, il y a une revictimisation pour toutes les situations connectées. Donc, aucune lutte à la traite, aucune protection des migrants, on peut être si on ne va pas faire une législation minimale sur l'accueil des migrants qui arrivent ici et sur la décriminalisation de l'arrivée pendant la demande d'asile. Ça, c'est un problème très grand parce que si on a signé la Convention de Genève, c'est incompatible la criminalisation d'arrivée illégale dans les pays. Et nous avons eu aussi le même problème en Italie parce que aussi notre législateur a voulu faire le même. Et vous connaissez, je pense, ça. La suivante. Oh, ok, je ne peux pas continuer, mais s'il y aura des demandes, je voudrais parler du mariage forcé, parce qu'en Italie, toutes les formes de violence contre les femmes, aussi les mariages forcés, et on peut être en raison pour obtenir les droits d'asile et pour obtenir protection. Et beaucoup de mariages forcés sont connectés à la traite. Donc, excuse-moi si je ne peux parler, mais donc j'ai préparé des cas et s'il y a les temps, je vais vous dire tout. Excusez-moi parce que je n'utilisais pas bien mon temps, mais je suis à disposition pour les questions. Et merci beaucoup vraiment à Barbara Spinelli. Excusez-nous.